déjà parlé brièvement, mais du diabète gestationnel, qui est un autre type de diabète, donc qui pareil, c'est une hyperglycémie, c'est pendant la grossesse. Ça disparaît généralement après l'accouchement, donc voilà. Le diabète pendant la grossesse peut affecter la santé de la mère et du bébé avec des conséquences possibles à long terme. Heu, oui, pour pas tomber en hypoglycémie. Oui, bah, il y a ça aussi. Enfin, l'hypoglycémie, c'est surtout, pour les types 1 puisqu'ils s'injectent de l'insuline. Après, si un type 2 s'injecte aussi de l'insuline, on va avoir la même chose. Heu, il faut penser, par exemple, bah, toujours à avoir, peut-être quelques sucres sur soi, enfin un truc, voilà, pour faire remonter, la glycémie vite fait si jamais on s'est injecté un peu trop d'insuline. Donc c'est vrai que c'est plein de, c'est des choses à penser, à anticiper. Enfin voilà, c'est en fait, il faut être dans l'anticipation permanente et c'est vrai que, il faut réussir au long terme à avoir, je parlais du repas, ah oui. Oui, oui, désolé, tu vois, c'est que je dois déjà être en hypoglycémie, c'est pour ça. J'ai le cerveau qui vrille. Le gestationnel, effectivement, il y a ça aussi. Oui, et il y a pas que celui-là, genre, il y a une liste après de diabètes qui sont un peu plus rares, puisqu'on rappelle, hein, 90 c'est du type 2. On est presque à 10 de type 1. Alors il y a des fois, il y a marqué 5, des fois il y a marqué 6. Enfin voilà, en gros, l'autre, gros morceau, mais qui reste plus petit que le type 2, c'est le type 1. Et après, vous avez tous les diabètes rares, vous avez le diabète gestationnel, vous avez, je crois que c'est le LADA ou le LAD, je sais plus. Enfin bref, le diabète 1,5, mais on va en parler juste après ça. Je vais en parler. Hem J'en étais où? Ah oui, les conséquences possibles à long terme. On a vu que, ça a augmenté le risque de diabète à terme, chez le nourrisson, mais ça a augmenté aussi par 7 le risque, pour la maman d'avoir, au final, pas forcément tout de suite après son accouchement, mais un diabète de type 2. Donc, fois 7 le risque, c'est quand même un beau facteur. Il peut entraîner des complications liées à la grossesse, notamment une hypertension artérielle, et ça, on sait que l'hypertension artérielle, c'est pas très bon, hein. Ça va va y avoir une hyperpression dans vos tuyaux, et voilà, en général, on sait que trop de pression dans un tuyau, il faut compter sur la résistance du tuyau. Mais au bout d'un moment, plus vous tirez dessus, moins c'est bon pour eux. Donc, un point élevé à la naissance et une obstruction du travail. Toutefois, des changements de mode de vie et des médicaments peuvent aider à gérer la maladie. Donc ah oui, c'est là que j'avais lu, environ 21 millions de naissances vivantes, soit 16,7 ont souffert d'une forme ou d'une autre d'hyperglycémie pendant la grossesse. Les femmes de plus de 45 ans présentent un risque accru d'hyperglycémie pendant la grossesse. Les enfants exposés à des niveaux élevés de glucose sanguin pendant la grossesse peuvent également présenter un risque plus élevé de surpoids ou d'obésité et de développement de diabète de type 2. Là, ça présente un risque accru, je crois, 5 à 10 ans suivant l'accouchement. Donc ça, pour la maman. Donc ça, c'est pour le diabète gestationnel. Il y a une vidéo aussi, mais c'est pareil. Là, on fait je vous la mettrai parce qu'en gros, bon, il va dire sensiblement ce qui est dans l'article. Après, vous pouvez, enfin, n'hésitez pas à aller sur les différents, sites pour creuser le sujet, hein, si ça cliché numéro 2, bah, ouais, elle mange plus plein de fraises et de glace. C'est vrai que le pourquoi il y a ça, bah, après c'est aussi encore une fois, son enfin, je pense qu'on l'oublie des fois, mais l'insuline est une hormone, donc c'est un dérèglement du système hormonal. Or, on sait que la grossesse, bah, c'est aussi un chamboulement hormonal potentiellement, même si paradoxalement ça calme sur certains aspects du système hormonal. Du coup, tout ça, enfin voilà, tout ça, que la grossesse puisse avoir un impact, sur éventuellement, enfin, provoquer un diabète puisque, ça a un impact au niveau hormonal. Voilà, il y a une cohérence. Après, je ne connais pas les mécanismes exacts en jeu,
Mais ça peut faire sens si on l'aborde vraiment sur cet aspect système hormonal et perturbation du système hormonal. Après, ce qu'elle mange pendant la grossesse, je ne sais pas si ça a un impact, certainement aussi, forcément, mais voilà, je miserais pas là-dessus. Faut surtout pas mettre en colère une femme enceinte, à ce qui paraît. Donc les formes rares de diabète. C'est le diabète de type 1, le diabète de type 2 et le diabète gestationnel sont les formes les plus courantes de diagnostic du diabète. D'autres types de diabète sont tout aussi importants. Environ 1,5 à 2% des personnes vivent avec des formes rares de diabète qui peuvent être regroupées en 9 catégories. Bien que moins fréquente, c'est toujours une menace importante pour la santé. En comprenant, nous pouvons mieux soutenir les personnes touchées par cette maladie. Oui, parce qu'on le rappelle, l'aide, enfin accompagner, aider, supporter les personnes qui sont diabétiques, ça fait partie quelque part du soin. Ça aide aussi les personnes à mieux vivre leur diabète et à se sentir mieux. Et du coup, bah, c'est important et c'est pas à négliger non plus cet accompagnement psychologique et voilà. Il est important de noter que ces catégories peuvent ne pas être exhaustives ou universellement reconnues et qu'il peut y avoir des chevauchements pardon, ou des variations dans la façon dont les différents experts classent le diabète. Alors là, je vous préviens, il y en a un gros paquet que je ne connais pas. Ne me demandez pas plus d'explications qu'ils en donnent, hein, parce que je serais bien incapable de rentrer dans les détails. Je préfère prévenir. Donc le syndrome d'Alstrom est une condition génétique rare et incurable qui peut provoquer un diabète de type 2. Le diabète insipide se produit lorsque les reins ne peuvent pas retenir l'eau. Il se traduit par une soif extrême et une miction fréquente, mais n'affecte pas la glycémie. Alors c'est pour ça que là, si ça n'affecte pas la glycémie, mais on appelle ça quand même. Oui, parce que ça crée les symptômes du diabète. Hein, c'est polydipsie, polyurie, donc soif et miction. Alors, miction, c'est le fait de faire pipi, si vous ne le saviez pas. Donc c'est peut-être pour ça qu'on va le classer là-dedans, même si au final, il n'y a pas de rapport avec la glycémie. Pardon. Le LADA, donc c'est celui-là. Le diabète auto-immune latent chez l'adulte est une forme de diabète de type 1 qui se développe à l'âge adulte et évolue plus lentement que le diabète de type 1. Donc, il est souvent ce diabète-là, et je crois qu'on l'appelle aussi le 1,5. J'avais déjà entendu le nom, mais sans creuser plus que ça. Euh, il est souvent confondu, comme il touche les adultes, alors qu'on sait que le diabète de type 1 est plutôt, on l'appelle aussi diabète juvénile parce qu'il touche plutôt les enfants. On va avoir tendance à le confondre avec un diabète de type 2. Donc, on va prendre en charge des patients qui vont arriver avec des symptômes comme si c'était un diabète de type 2 parce que ce sont des adultes, alors qu'en fait, il s'agit d'un diabète plutôt de type 1, donc plutôt insulinodépendant, puisque là, en fait, c'est au lieu d'avoir la réaction auto-immune qui va être hyper forte quand ils sont enfants et qui va détruire assez rapidement, on va dire, entre guillemets, les cellules du pancréas qui produisent l'insuline. Là, ça va s'installer dans le temps. La destruction, elle va être plus lente. Et du coup, mais ça reste du coup un diabète qui est insulinodépendant et non pas insulino-résistant. Donc, forcément, bah, le traitement, si vous partez sur un type 2, vous n'allez pas donner forcément le bon traitement et forcément, bah, ça va se dégrader, quoi. Alors que, pareil, là, une prise en charge rapide du diabète est importante. Diabète insipide aurait bien fait une confusion telle que décrite dans d'anciens textes auxquels je pensais tout à l'heure. Si je retrouve, je mets à côté. Ok. Mais ouais, je pense que c'est clairement les symptômes c'est pour ça qu'il y a eu ce truc-là. Et donc le LADA, qu'est-ce qui peut permettre entre guillemets d'éviter, si je puis dire, de se tromper, ou en tout cas quand on tombe sur ce genre de profil, de peut-être creuser un peu plus, c'est que souvent ce sont des personnes qui aussi n'ont pas forcément entre guillemets de problème, que ce soit de surpoids ou dans leur hygiène de vie. Donc c'est là où il faut s'interroger. Si on a, alors c'est 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 un peu plus ou moins le rasoir d'Occam. J'ai des symptômes qui correspondent, voilà, au diabète, ok.
Mais en face, j'ai pas le profil entre guillemets, alors typique avec des gros machins. C'est toujours des questions de probabilité. Enfin, c'est souvent, pareil, j'ai fait un podcast là-dessus sur le diagnostic. Souvent une question, au final, on va aller vers la probabilité de la chose la plus probable dans le diagnostic. Même si parfois on a des examens qui permettent d'être sûr à 100%, mais voilà, on commence déjà par le plus probable. Et puis parfois, il n'y a pas d'examen pour être sûr à 100%. Donc il faut se poser la question, quand on a, on va dire, un profil atypique, est-ce que c'est un profil atypique, parce qu'il y en a aussi, ou est-ce que c'est juste que c'est pas la bonne pathologie. Donc voilà. Et comme ces personnes-là il y a souvent des problèmes de diagnostic et on les diagnostique à tort en type 2, et donc le traitement mis en place n'est pas le bon, et du coup au final les problèmes s'aggravent de fait, hein. Et ben si on peut les repérer plus tôt, c'est quand même pas mal. Donc voilà pour le LADA. Le MODY, Maturity Onset Diabetes of the Young, diabète à l'âge mûr chez les jeunes. Diabète de l'âge mûr chez les jeunes est une forme génétique rare de diabète qui se développe généralement avant l'âge de 25 ans à la suite de mutations génétiques. Alors ça, j'avais déjà entendu le nom, mais pareil, je n'avais pas forcément creusé. Donc là, je ne pourrais pas vous dire plus que ce qui est écrit. Le diabète néonatal survient au cours des 6 premiers mois de la vie. Il est similaire au diabète de type 1 chez les enfants de plus de 6 mois. Donc là, c'est vraiment un diabète de type 1 hyper précoce, quoi. Diabète secondaire se développe en raison d'autres conditions médicales ou de médicaments tels que la fibrose kystique, la pancréatite ou l'utilisation de corticostéroïdes. Donc voilà, c'est une conséquence indirecte, euh, soit à cause de médicaments, soit à cause d'un autre problème de santé à côté qui va venir perturber la machine, on va dire. Le diabète induit par les stéroïdes peut se développer chez certaines personnes qui prennent des stéroïdes et est plus fréquent chez les personnes présentant un risque élevé de diabète de type 2. Donc si tu as déjà des risques et qu'en plus tu prends des stéroïdes, tu vas cumuler le risque. Ça va, chaton? Tranquille? Oui? Bien posé là. Voilà. Check. Donc voilà, les stéroïdes, c'est pas bon. Voilà, ça peut engendrer un diabète de type 2. Le diabète de type 3C, alors là, c'est la première fois que je l'entends, celui-là, décrit un lien possible entre la maladie d'Alzheimer et la résistance à l'insuline, suggérant que la maladie d'Alzheimer pourrait être une forme de diabète. Cependant, cette forme de diabète n'est pas officiellement reconnue. Oh, un petit chat. Ouais, oui, il y en a deux. Il y en a deux ici. Et là, aujourd'hui, ils sont vraiment pas passés. Alors là, ces derniers temps, ils sont en quart d'heure de folie. Donc, en fait, ils déglinguent tout autour. Mais vous les voyez pas forcément. Mais des fois, vous les entendez. Mais sinon, des fois, il y en a une qui se pose là, une sur mes genoux. Enfin, un sur mes genoux. Mais oui, il y a des petits chats ici. Il y a des petits chats. Mais je sais pas, ouais, ces derniers temps, ils ont pas trop envie. Ils ont pas trop envie. Donc ouais, pour le type 3C, déjà en lisant, décrit un lien possible, donc on est déjà dans un possible, peut-être que entre la maladie d'Alzheimer et la résistance à l'insuline, suggérant que la maladie pourrait être une forme de diabète. Enfin, il y a beaucoup des peut-être que si, que ça pourrait, que on sait pas trop en fait. En vrai, on sait pas trop. Donc voilà, vraiment le 3C à prendre avec des grosses pincettes. J'ai jamais rien lu en ce sens, mais bon, encore une fois, je ne suis pas dans le domaine de la recherche, donc je peux être passée à côté. Et puis ça reste dans tous les cas quelque chose de très rare, hein, parce que là on rappelle qu'on est dans les diabètes, les types rares. Le syndrome de Wolfram est une maladie génétique rare et incurable qui provoque un diabète sucré, un diabète insipide, une atrophie optique et une surdité. Cette maladie est également connue sous le nom de Didmoad. Ça n'a pas l'air très gai, ça.
Tu m'étonnes qu'avec les moyens de l'époque, ils ne savaient pas distinguer un Volkswagen d'un insipide, d'un type 2. Ouais, ouais, ouais. Ah bah oui, oui, c'est sûr, hein. Et je pense que même aujourd'hui, en fait, il y a tellement une prévalence plus élevée de type 2 et de type 1 que même enfin, ce type de diabète est hyper compliqué. Même le LADA, il est parfois mal diagnostiqué. Alors que pourtant, enfin, c'est un diabète rare, mais que potentiellement, il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas, quoi. Du coup, diabète sucré, donc en fait, mais c'est le diabète insipide, je crois que parce que j'ai déjà entendu le terme, mais c'est la définition qu'ils en font. Ah oui, les reins ne peuvent pas retenir l'eau. Donc là, tu as les reins en miettes. En plus, tu as une hyperglycémie, une atrophie optique et une surdité. Donc tu dois pas voir grand-chose et en plus, tu es sourd. Waouh! Ça doit pas être hyper gai. Donc voilà, donc ça c'était, là vous voyez, diabète de type 1, type 2, diabète gestationnel. On est sur le International Diabetes Federation, la Fédération internationale de diabète. Vous pouvez le retrouver facilement sur Internet. Et encore une fois, je mettrai tout ça dans le Discord. On va faire un tour très rapide, très rapide des complications. Que je vais vous en parler comme ça. Là, j'ai pas forcément de support. Je regarde. Ah bah attendez, avant les complications, parce que comme on les a déjà pas mal abordées, ça me paraît important, intéressant, enfin les complications aussi, c'est important, intéressant, mais c'est l'index glycémique. Comme c'est l'association du diabète et ils vont certainement en parler mieux que moi. C'est ça, si je trouve ce que j'ai lu, la maladie était décrite et toujours fatale, comme celle d'une personne qui se vidait en ayant toujours soif. Ouais. Oui, c'est quoi ce truc-là, grec ou je sais pas quoi, là? Le vase de je sais pas quoi, non? Je sais plus. Mais ouais, enfin, enfin, comment? Les reins ont un rôle important dans la régulation aussi de plein de choses dans le fonctionnement du corps. Au tout début, on parlait de l'hormone parce que bon, on parlait un petit peu du système hormonal et il y a une hormone qui est sécrétée par l'hypophyse notamment, donc qui est au niveau du cerveau, euh, qui est la vasopressine. La vasopressine a pour cellule cible, enfin organe cible, le rein, parce que au final, le rein permet aussi de gérer la pression sanguine. Donc, si vous videz tout le temps, vous avez plus cette possibilité de gérer la pression sanguine en gérant le niveau en gros, de liquide, d'eau dans la circulation sanguine. Donc, il a ce rôle-là. Il a le rôle, il filtre, hein, il évacue aussi. Donc, c'est pareil. Ça peut aussi embarquer peut-être trop de choses et du coup, littéralement, vous videz aussi de bonnes choses. Enfin bref, ça me paraît compliqué aussi. Ouais. De toute façon, un problème au rein avec des chiens, je crois. Ouais. Un problème au rein, je ne sais pas si vous regardez un petit peu de séries type Urgence, Doctor House ou des choses comme ça, mais quand les reins sont touchés, souvent c'est quand même le rein et le foie qui sont d'ailleurs deux organes qui filtrent. Un filtre le sang et l'autre filtre, enfin voilà, on va dire les liquides, mais plus ou moins le sang aussi au final. Quand ça déconne, ça pue. Ça pue, ça pue. Parce qu'une défaillance des reins, vous avez plus ce rôle de filtrage qui est fait et du coup, vous allez avoir aussi beaucoup de toxines qui vont s'accumuler dans votre sang et ça va pas être bon. Et c'est pour ça que les personnes qui ont des soucis, des problèmes rénaux, peuvent être amenées à faire des dialyses très régulièrement et c'est très lourd. C'est-à-dire qu'elles vont aller se brancher à une machine qui va filtrer l'intégralité de leur sang. Et du coup, elles sont obligées de le faire des fois plusieurs fois, je crois, par semaine, si je ne me trompe pas. Donc voilà.
l'importance des reins et enfin après il y a peu d'organes qui sont pas importants mais heu, mais les reins, ouais, particulièrement.